Alors, messieurs, si je peux faire état de vous dans un petit entrefilet, hein? Oui, vous pouvez dire qu'il s'agit Vous participez, vous avez votre peine personnelle. Vous pouvez dire qu'il s'agit Alors, vous avez un chef d'équipe qui, en l'occurrence, je pense que c'est vous, non? Vous pouvez dire qu'il s'agit d'une émission qui s'appelle Chose Vue. Alors, émission. Chose Vue. Alors, Chose Vue. C'est une émission de Roger Stéphane et de Roland Darbois. Alors, et Stéphane. Darbois. Qui est réalisé par Francis Varin, c'est-à-dire moi-même, et Daniel Creusot. Francis Varin. V-A-R-I-N. Oui, W-A-R-I-N. W-R-I-N et Daniel Creusot. Daniel, masculin ou féminin? Creusot. Non, masculin. Masculin. Creusot, comme la province? Comment? Comme la province du Creusot? Comme le province, c'est ça. Bien. Et vous êtes secondé par caméraman, par exemple? Pierre Villemain. Pierre Villemain. Avec un W. Alors, Pierre Villemain, I-2-L-E-M-I-N. M-I-N. Oui, ensuite. Assisté de Prosper Seban. Assisté de Prosper. Seban, S-E-B-A-N. S-E. S-E. 2-B-A-N. Seban. Et au son, M. Gérard Alary. Et le titre de l'émission, c'est Autour de l'enfance nue. Les enfants, confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, que vous verrez au cours de l'émission, n'apparaîtront jamais à visage découvert afin qu'ils ne soient pas reconnus. Les enfants dont vous verrez le visage sont les acteurs du film de Maurice Pialat. Vous avez été laissé par vos parents à quel âge? À l'âge de 3 mois. Donc vous n'avez jamais connu vos parents? Et Non, qu'est-ce qui j'ai s'est jamais passé connu ensuite? mes parents. Ensuite, j'étais remise à l'assistance publique et je ne suis pas restée tellement entre les mains de l'assistance publique. J'ai tout de suite été placée chez des gens à l'âge de 3 mois, jusqu'à l'âge de 14 ans et demi. Après, je suis venue par ici. En quittant cette famille, j'ai beaucoup évolué. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, je n'étais pas grand-chose pour eux. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez beaucoup plus souffert qu'une jeune fille de votre âge? Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait souffrir le plus? Premièrement, de savoir que je n'avais pas mes vrais parents. Dans le fond, on n'est pas comme les autres enfants. On a toujours cette idée d'avoir été abandonné, tout ça. C'est pas ses vrais parents. J'ai vécu des choses que les autres enfants n'ont pas vécues, donc c'est impossible. Dans le fond de moi-même, je ne serai jamais comme les autres enfants. Apparemment, je suis comme les autres enfants par mon comportement, par eux. Mais intérieurement, je ne serai jamais comme eux. Cette jeune fille, pour des raisons juridiques, ne peut pas être adoptée. De nombreux enfants sont dans ce cas et sont confiés par l'administration à des familles nourricières pour y mener une vie normale. Cependant, ces placements ne sont pas définitifs. Les enfants perturbés peuvent être repris ou rendus. À l'un d'entre eux, le petit François, Maurice Pialat a consacré un film, L'enfance nue. J'ai voulu faire un film qui d'ailleurs était un documentaire, sur les enfants abandonnés, parce que j'avais lu un article qui m'avait plu dans une revue. Et je suis parti de là. Et il y a eu quand même une rencontre très importante, et là qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai rencontré dans un service d'hôpital un médecin qui m'a dit « Mais non, mais vous n'y êtes pas du tout, vous voulez faire un film sur l'adoption, il y a mieux, et je vais vous montrer. » Mon équipe et moi-même, à cette époque, nous avions la charge de l'examen médical et psychologique des enfants qui étaient confiés, soit temporairement, soit définitivement, à l'assistance publique. Car à cette époque, ils dépendaient de l'assistance publique. Et nous allions également revoir ces enfants dans les placements qui leur aient été attribués,
soit certains de mes collaborateurs, soit moi-même, et nous allions donc les visiter dans leur placement nourricier ou placement familial. Aussi, quand Piala m'avait été adressé par des amis communs et qu'il avait montré qu'il s'intéressait très directement au sort des enfants en général, eh bien, je lui avais dit qu'il pourrait peut-être trouver là un matériel extrêmement riche et, encore une fois, avec une intensité dramatique qui parle d'elle-même. C'est dans le nord de la France, dans ce pays minier traditionnellement accueillant, que Maurice Pialat a rencontré Monsieur et Madame Thierry, d'abord inspirateurs, puis acteurs principaux de son film. Oui. Vous avez malade? Oui, ça nous a fait plaisir. En attendant, on vous a écrit plusieurs fois, pas de réponse. Je dis, Monsieur Piala, il pense plus à nous, c'est fini. Monsieur et Madame Thierry se sont vus dans le film de Maurice Pialat. On sait bien, on peut plus faire du jeune, hein? Non. On sait bien qu'on peut plus être jeune à 63 ans, hein? Ça c'est... Hein? Mais enfin, l'essentiel c'est que vous êtes content et puis... Nous, on a fait au mieux du possible. Voilà. Tout ce qu'on a pu faire. On n'est pas des artistes. Hein. Vous voyez devenir comédien professionnel? Oh non, ça, non. Non? Non? Non. Moi, j'ai fait ça, c'était pour vous faire plaisir, autrement... Vous voulez pas commencer? Si. Ces gens que vous venez de voir sont les acteurs principaux de L'Enfance nue. Ils jouent dans le film le même rôle qu'ils jouent dans la vie, celui de parents nourriciers qui accueillent chez eux plusieurs enfants. Combien de temps vous avez commencé à avoir des enfants qui venaient de... Écoutez, ma petite fille, elle va avoir 17 ans. Je l'ai élevée 2 ans, donc ça fait 15 ans. Et vous en avez eu beaucoup? Oh, j'en ai bien eu... Attendez, j'ai eu Didier. Après, j'ai eu la petite Françoise. Après, j'ai encore eu 2 jeunes hommes de 14-15 ans. Mais là, c'était par période qu'ils venaient, ces deux-là. Et après, j'ai eu Jean-Claude. J'en ai bien eu 6 à 7. Didier a inspiré le personnage de François. Le petit Michel Tarazon, qui joue son rôle, est un enfant qui vit avec ses vrais parents. Et quel effet ça vous a fait de voir dans un film un garçon qui est comme vous chez Pépère et Mémère et qui fait les mêmes bêtises que vous? Ça fait un choc, ce que voulez-vous, on revoit tout ce qu'on a fait, ça fait un choc. Hein. Quel moment tu as préféré dans le film? Mon moment préféré dans le film, c'était le moment où Pépère a parlé de la résistance. Et ici, tu vois, c'est ma sœur. Claire. Quand les Allemands, qu'ils sont revenus, ils ont demandé où que je pouvais être parti. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Alors à ce moment-là, ils l'ont emmenée et puis elle a fait 2 ans de prison pour pas avoir voulu où que j'étais parti. Alors ici, tu vois, c'est tous mes camarades. Voir, Jean-Claire. Attendez, on va la mettre là. Attendez, passez là. Non, mettez-vous pas en randonnion comme ça. Ah, non, mais mettez-vous face à la caméra. Face à la caméra? Vous n'avez jamais Faut fait pas de la cinéma. regarder, hein? Vous n'avez jamais fait de cinéma. Non, Vous j'ai n'avez jamais joué. fait de cinéma. Vous n'avez jamais joué. Mais qu'est-ce que c'est bête, hein? Vous vous souvenez dans le film, à un moment, Thio dit tu vois, ma sœur, elle a fait 2 ans de prison pour pas dire d'où que j'étais parti. C'est ça, et ouais. il vous montre la photo qui est là, Ouais. et c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter très vite comment ça s'est passé quand il était caché et que les Allemands... C'est-à-dire, c'était dans la nuit qui s'est arrivé. Alors, comme je ne dors pas beaucoup dans la nuit, j'ai entendu les soldats arriver. Alors, comme ils savaient que c'était dénoncé, que mon frère, il était chez moi, alors les Allemands, ils ont cherché tous les côtés, dans la cave. Ils m'ont même giflé.
que je ne voulais pas dire où il était. J'ai dit, il est parti la veille et il n'est plus ici. Alors ils ont été chercher dans la cave, alors ils ont vu le trou là, alors ils ont tiré un coup de revolver dans le trou où mon neveu qui était caché. Mais ça, oui, et quand il était caché derrière le rideau, moi j'étais en haut, derrière Ouais, le il rideau. était en haut dans le grenier. Racontez-le, Ouais. racontez-le. Oui. Alors nous avons mis un porte-manteau devant le trou du Voilà. trou quand on allait dans le grenier. Alors ils ont été Frappé sur mon frappés ventre, sur- comme ouais. ça. Ils m'ont frappé comme ça. Et puis ils n'ont pas tiré ici, tiré, j'étais joint. Ouais. Puis après, alors, ils sont descendus, ils ont remonté en haut, ils ont encore fait ça sur Ouais, une ouais, chose. ouais, c'est ça. 3 fois comme ça. Sur le ventre. ouais, Alors, ouais, il j'étais était là, derrière, il était en dessous vous du comprenez, porte-manteau. Et ils ne ça- s'en ont pas aperçu. Ça me faisait, moi, comme si que, et mon cœur, on l'entendait tout partout. Ça- Vous n'avez jamais eu autant peur? Ah oui, c'est là que j'ai eu le coup, c'est ça. Et je crois que vraiment, ça c'est la réponse la plus naturelle, la plus simple que je puisse faire à la question qui m'est souvent posée. Pourquoi les avez-vous pris? Eh bien, je réponds, pourquoi je les ai pris? Je pense que j'aurais été vraiment fou de me priver de tels acteurs. Oui, et que j'ai trouvé bien remarquable. Madame Thierry, enfin celle qui joue la grand-mère, puisque moi je suis la mémé la vieille, mère la vieille, eh bien celle qui joue mes mères est vraiment remarquable, de vérité, c'est vraiment elle-même, tout à fait. J'ai revu ma mère Ah et... Ça faisait quelque chose. Moi aussi, ça m'a Ah fait quelque oui, chose. oui, c'était vivant pour moi. Parce que je lui disais maman de bon cœur. À un point que le tablier que j'ai tourné le film, je lui ai envoyé par la poste. Alors voyez-vous, je lui ai même dit, voyez, mes mères, eh ben, vous penserez à votre fille du Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est une maîtresse? Qu'est-ce que tu dis, une glace? Non, une maîtresse. Qu'est-ce que c'est à ton idée, une maîtresse? Oh, bah, il y a plusieurs sortes de maîtresses. Il y a la maîtresse d'école et la maîtresse d'un homme. Et toi, ma mère, t'as été la maîtresse d'un homme? Est-ce que vous jouez toujours un rôle très proche de la personne que vous êtes dans ces films ou... Il est difficile, évidemment, qu'on me donne des rôles de jeune première. Alors, je ne peux vraiment jouer que les vieilles dames et la vieille dame que je suis. Vous avez été, vous aussi, dans le film de Maurice Pialat. Oui, dans la scène du mariage. Ah, on vous voit aussi à l'enterrement. Et à l'enterrement, oui, j'étais à l'enterrement de mes mères. Et vous, votre fils, est-ce que vous croyez qu'il... Vous avez l'impression qu'il jouait bien? Ben oui, oui, naturel, plus ou moins. Vous l'avez vu jouer? Oui, oui, je l'ai vu jouer. Vous avez l'impression que c'était ça? Oui, oui. Celui qui touche un cheveu de mes mères, moi je le tue. Même si je dois aller 50 ans en prison. J'aime pas qu'on dise du mal de pépère de mes mères devant moi. Pourquoi? C'est pas tes parents? Moi, mes parents, je les connais même pas. On n'a rien voulu me dire à l'assistance publique. Est-ce que vous avez rencontré des gosses qui étaient vraiment de l'assistance à cette occasion-là ou pas? J'ai pas fait attention, je crois pas. Vous savez pas, vous n'avez rencontré aucun qui était des... Les 3 gars qui étaient chez Jorion. Ah si, j'ai oublié. Si, j'en ai rencontré. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympathique ou pas? Oui, ça va. Un peu turbulent. Vous n'étiez pas du tout au courant avant des problèmes des enfants qui sont placés comme ça dans des familles Non. qui sont... Est-ce que vous en avez rencontré à cette occasion-là? Oui, chez Madame Thierry. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils étaient heureux ou malheureux? Heureux. Puis... il y en avait qui n'étaient pas heureux. Mais... la plupart, ils s'amusaient bien, puis... ils jouaient comme tous les autres. Est-ce que vous pensez que quand on parle des enfants justement qui ont été pris à leur famille, qui ont été placés de cette manière-là, on peut parler d'enfance malheureuse ou bien que c'est encore autre chose que l'enfance malheureuse? L'enfance malheureuse, c'est finalement, je crois, une vision très extérieure. C'est une situation
Alors que le malheur d'un enfant, pour moi, s'il existe, est beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire que les troubles, les agressions que des enfants ont pu subir et qui les conduisent à être placés, comme on le voit dans le film, ne sont pas fatalement, seront visibles et comment dirais-je, décelés, mais ne sont pas fatalement plus profonds que des troubles qui peuvent exister chez des enfants apparemment normaux et menant une vie apparemment normale et comblée. Est-ce que vous aimez votre enfance? Oui. Vous savez, je crois que lorsqu'on s'aime bien, on s'aime de A jusqu'à Z. Donc on aime l'enfance comprise. Et est-ce que c'est à cause de votre enfance à vous que vous avez fait un film sur une certaine enfance ou pas du tout? Directement, absolument pas, et indirectement, certainement. On ne peut pas aborder certains sujets sans qu'il y ait une nécessité, une raison profonde, je crois. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait un film triste? Non, pas du tout. Quelle tonalité générale pensez-vous avoir donné à votre film? Je ne sais pas si c'est une tonalité. Pour moi, c'est un film simple, la simplicité. C'est un film qui me bouleverse, parce qu'il n'est pas fait sur le côté pleurnichard. Il n'est jamais pleurnichard, et ce serait très facile de tirer la larme à l'œil en étant pleurnichard avec une histoire d'enfant. Il est réaliste et juste. Et moi, je trouve très beau ce que fait Piala. Je veux dire que quand je voyais des roches, et on voyait, je ne sais pas moi, un terrain vague avec un mouton attaché à une corde, et la façon dont c'était filmé, ce n'était plus réaliste, c'était très beau. Mais je ne sais pas par quelle magie il la transforme, cette réalité. Et pourtant, il n'y a pas de doute. C'est pas quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui voit des murs un peu sales et qui dit tiens, on va repeindre tout ça en rose, non. Je sais pas comment il fait, c'est ça son talent. Je crois qu'il il a des choses extraordinaires, il a des choses étonnantes en ce qui concerne l'atmosphère et l'atmosphère et la direction des acteurs professionnels. Non, je suis sûr qu'avec les professionnels c'est pareil. Enfin, je veux dire, il a un sens de rendre les choses complètement authentiques, ce qui est formidable. Je ne sais pas toujours comment il fait. Il n'y a aucune. On a l'impression qu'il n'y a aucun artifice. Dans ce film, il retrace le sort et le déroulement de la vie d'un jeune enfant, mais ce jeune enfant a des caractéristiques bien particulières. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est très difficile, en ce sens que, comme vous l'avez vu, ses problèmes d'anxiété, ses difficultés personnelles ont toujours tendance à, comme nous disons, passer dans le comportement, c'est-à-dire à se traduire en actes, et chacun de ces actes peut être qualifié de pervers. Et ce type d'enfant, bien entendu, est très difficile à supporter, déjà dans sa propre famille, mais à plus forte raison dans un placement familial de type de ceux qui nous sont retracés dans ce film. Qu'est-ce qui nous en a fait voir? Il n'y avait pas moyen de le faire manger. Il fallait le servir à part tout seul. Si je restais à côté de lui, il mangeait rien. Alors pour pas le gêner, j'allais au fond du jardin, et même des fois quand je rentrais, il avait touché à rien. C'est vrai, c'est pas un enfant comme les autres. On sait jamais ce qui se passe dans sa tête. Pour connaître ces difficultés, nous avons demandé à monsieur et madame Pietzac de les évoquer pour nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre des enfants chez vous? C'est des bêtes. Ça s'est fait bêtement, ça s'est fait sur 8 jours, ça. J'ai rencontré quelqu'un dans une maison. À ce moment-là, je sortais d'une dépression nerveuse. Et on m'a dit, regardez, si vous aviez un enfant d'assistance publique ou un enfant élevé, ça vous changerait les idées. Ben, j'ai dit oui. J'ai toujours dit bah oui, avec l'idée de ne... Vous savez, on n'avait pas idée de je ne savais pas que ça allait donner une suite. Puis un beau jour, on m'a apporté une petite fille.
Est-ce que parmi les enfants qui sont placés comme ça, il y en a beaucoup qui sont différents, qui sont difficiles? Presque tous. Et ça tient à quoi, selon vous? Ben, ils sont pas comme les autres. Ils n'ont pas leurs vrais parents. Comment vous expliquer malgré tout le bien et l'affection qu'on pouvait leur donner, ils ne sont quand même pas comme les autres. En fait, quelles difficultés font-ils? Ben, automatiquement, il fait pipi au lit. Non, ça, c'est pour Il se commencer, conduit ouais. mal à l'école. Ouais. Il fait un tas de trucs, vous voyez que c'est contre Voilà. vous. Quoi. On Ou bien sent pour ça. manger, il ne veut pas manger. C'est nous, on a eu une petite fille. Bah, Elle vomissait toujours. Voilà, À tous elle les repas, elle vomissait. vomissait, elle se force à vomir. Bon, tant et si bien qu'on est arrivé à penser que c'était ma femme qui lui plaisait pas. Parce que ma femme, elle lui a d'abord, elle lui a J'ai fait. dit c'est le beurre. Elle n'aime pas le beurre. Ben, elle m'a dit j'aime pas le beurre. Bon, ben, je vais te donner autre chose. Ah, on va te donner du saindoux. C'était pas le saindoux. Ben, je dis c'est peut-être le café au lait. Bon, pas le café au lait, c'était le lait pur. À un tel moment, ça arrivait vraiment, je ne savais plus quoi faire, que quand elle mangeait, je m'en allais. Tout ça, c'était de l'opposition. Jusqu'au jour que je me suis mis en rage et que je lui ai donné la fessée, la bonne fessée. Je lui ai dit que si elle vomissait encore, j'allais lui faire manger. Elle a pris peur et puis jamais vomi. Alors vous, mademoiselle, vous avez donc passé la plus grande partie de votre enfance en côtoyant des enfants qui étaient chez vous et qui n'étaient pas vos frères ni vos sœurs. Est-ce que ça vous a quelquefois gêné? Franchement, très très franchement. Non, pas vraiment. Non, je pense pas. À un moment, j'ai eu peur que mes parents s'attachent trop plus à l'autre enfant qu'à moi. Vous aviez quel âge? Oh, j'étais jeune, c'était tout au début, hein, ça. Puis après, j'ai compris, enfin, en vieillissant, que ça pourrait jamais... qu'on aimait bien, mais que ça pouvait jamais être vraiment pareil, quoi. Mais alors, ce que vous dites, ça prouve que quand un enfant est pris dans une famille, s'il y a déjà d'autres enfants, il y a une barrière qui l'empêche obligatoirement de devenir vraiment un enfant de la famille. Enfin, moi, je crois, oui. Est-ce que vous avez fait grande différence entre les enfants que vous Non. preniez votre Ah, fille? ça, je pouvais pas. Faire de la différence, je sais pas ce que vous appelez de la différence. Quand un enfant il rentre chez vous, vous pouvez pas le forcer à vous dire maman. Il le sait que vous n'êtes pas sa mère. Premièrement, d'abord. La première chose à faire, moi, quand j'ai eu un enfant, allez lui faire dire maman. Quand il n'en a pas envie, moi, pour simplifier les choses, je dis écoute, appelle-moi ma tante. Il est évident que certains d'entre eux, quelles que soient les conditions de leur vie, auront constamment en eux une blessure d'amour-propre personnelle, profonde, qui aura beaucoup de mal à se cicatriser. Cette blessure peut être schématisée dans la sensation ou le sentiment qu'une femme, leur propre mère, n'a pas pu être suffisamment aimante, suffisamment riche, suffisamment puissante pour les conserver avec elle, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Qu'est-ce que vous pensez des parents qui abandonnent leurs enfants? Moi, je trouve ça ignoble. En travaillant, moi, je trouve qu'il est très possible d'élever ses enfants. Il n'est pas rare qu'une jeune fille se retrouve fille-mère. Ça arrive, une chose comme ça. C'est pas une raison valable, à mes yeux, pour abandonner son enfant. Ce qui est important et que l'on voit dans le film, c'est que ces enfants ne subissent pas une seule tribulation, c'est qu'ils en subissent de très nombreuses. Et on peut dire que leur drame, c'est d'être constamment déracinés dès qu'ils veulent faire des racines. Et constamment, ces accrochages affectifs sont rompus au moment même où l'enfant escomptait qu'il soit définitif. Très souvent, ces enfants
en quelque sorte, prennent les devants. On pourrait dire qu'il préfère rompre sur le plan affectif plutôt que ce lien affectif soit rompu par d'autres. Car au fond, le jeune François, que fait-il? À chaque fois où, au fond, il pourrait nouer un lien affectif solide, il fait une énorme bêtise qui risque de tout compromettre et, au fond, il cherche à se faire renvoyer. Tiens, tu passes sur la figure. Qu'est-ce que l'on va faire avec cet enfant-là? Il n'est pas normal. Dans le deuxième placement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se trouve au contact de gens beaucoup plus âgés et qui, au fond, sont des gens extrêmement bons, mais comme on dirait, ne voient pas le mal. Et c'est finalement ce que cet enfant va constamment constater, c'est qu'il fait des grosses bêtises, mais elles portent peu parce que les parents nourriciers ne voient pas le mal là-dedans. Et d'autre part, il facilite une certaine intégration affective parce qu'ils sont âgés. Combien tu as eu d'enfants, toi, mes mères? Moi, des enfants, j'en ai 3. Mais malheureusement, j'ai perdu une petite fille. Et des petits-enfants? Et des petits-enfants, j'en ai 19. Tu vois, hein? Tu vois, hein, la maison, elle est pleine de petits-enfants. Et Pépère, combien il y en a eu? Pépère, lui, il a 3 enfants. Pépère, lui, il les a toujours sur le dos. Quand on s'en va en permission, on ne me voit plus, ils sont tous sur moi. C'est vrai, tu sais. Ensemble, vous avez eu beaucoup d'enfants? Non, malheureusement. On aurait bien aimé en avoir un. Ah non, lui, maintenant pas. Il est trop vieux. Voilà. Maintenant, tu sais, on prend des petits-enfants comme ça. Alors on les aime pareil, tu sais, c'est quand même nos petits-enfants. Ça. Hein? Le meilleur accrochage affectif se produit avec la grand-mère qui, elle, pour un coup, est très âgée. Et c'est avec elle seulement qu'il peut se laisser aller à une affection véridique sans qu'elle soit troublée par cette espèce de démon du mal qui à chaque fois le saisit lorsque il éprouve des jalousies ou lorsqu'il éprouve un besoin affectif dont il craint qu'il ne soit pas comblé immédiatement. Mais tu la sais celle-là, je crois. Oui. Eh bien, tu vas la chanter avec moi. Pour y cueillir du romarin, pour y cueillir du romarin, je n'en avais pas cueilli 3 brins. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, nous. Madame Guézac vous attaque à la fin de son interview. Elle vous dit, mais vous qui avez fait un film, vous auriez dû prendre un enfant chez vous. Je pense que si je prenais des enfants, je ne ferais pas ce film. Mon rôle, c'est d'avoir fait ce film, c'est pas de prendre des enfants. Est-ce qu'on a besoin il faut avoir vécu la chose pour en parler, pour en faire un film. Non, pour en faire un film, il faut savoir faire un film. Ça, c'est la chose primordiale. Et après, il faut, dans la mesure du possible, traiter des sujets où la plus grande partie de son sujet doit représenter des choses que l'on a éprouvées. Le film de Maurice Pialat est tellement près de la vie que c'est chez les Thierry eux-mêmes que nous allons chercher à pénétrer le mystère de cette relation qui s'établit entre l'enfant et ceux qui l'accueillent. Ce jour-là, le courrier venait d'arriver. Monsieur et Madame Thierry l'ont ouvert devant nous. Ah, c'est pour Françoise. Ah oui, c'est Ah, bon. c'est... Laisse-lui, elle sera contente. Ben non, ben on va bien voir. Ah bah si elle sera contente d'ouvrir sa lettre toute seule, peut-être. Bon, peut-être oui, elle bien. sera contente qu'elle Et l'ouvre. ici, rue d'Amiens, pour les enfants ici. Ben, elle sera J'ai contente pas de encore l'ouvrir prévenu elle-même. qu'il a eu un accident. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas le moi. Je croyais avoir mon moi, mais ça ne l'est pas. Madame, pour me permettre de répondre au service central,
Je vous prie de répondre le plus rapidement possible aux questions ci-dessus. Âge de monsieur, âge de madame, âge de vos propres enfants. Je vous signale que Didier est passé dans la catégorie pupille sur le numéro. Vous ne devez répondre à aucune demande de nouvelles. Voyez, il est passé aux abandonnés. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors vous n'avez plus le droit de répondre si quelqu'un vous demande des nouvelles de lui? Ah, si sa mère, par exemple, sa mère viendrait à me demander des nouvelles, j'ai plus le droit d'y répondre, voyez-vous? Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit. Oui. Ça fait au Veuillez moins 5 agréer, ans. madame, plus que ça, l'expression plus que ça. de mes sentiments distingués. En voilà une autre. Quel âge que vous aviez quand vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé à la maison, j'avais 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, oui. Alors vous vous souvenez de rien d'avant, si? Non, c'est-à-dire, je me rappelle plus de rien parce qu'ils m'ont retiré. J'étais jeune. Vous n'avez jamais connu vos vrais parents alors? Non. Est-ce que ça vous manque beaucoup? Ben oui, hein, bien sûr. Vous y pensez souvent? Des fois, j'y pense, oui. N'en parlez pas. Ben non, il vaut mieux pas parce qu'après, vous savez, ça s'en met dans la tête que plus tard, on sait pas ce qui peut arriver plus tard, tout ça. Sans famille. Hein. Didier a été placé, son carnet il est là, il a dû être placé à l'âge de 2 mois, Didier. Ah. Et comme il avait tombé à une mauvaise nourrice à... Comment que c'est déjà? Près de Berck, là. Oh, comment que c'est? Enfin, la première nourrice qu'il a fait, elle était très méchante pour lui, malgré qu'il était petit. Quand ils me l'ont amené, il avait des coups de lanière. Il avait quel âge? Il n'avait pas 3 ans. Il n'était que de coups de lanière, des croûtes tout partout, des coups qu'il avait reçus par cette nourrice-là. Et ils me l'ont amené comme ça, et il n'a jamais connu. Il nous a connus que nous, en somme. Pépère et Mémère maintenant, c'est comme vos vrais parents? Ah oui, oui. Mais de toute façon, je les ai toujours considérés comme mes vrais parents. Toujours. Et l'année dernière, vous avez cru que vous risquiez de ne pas les revoir? Oui, oui. Est-ce que vous avez pensé qu'à un moment, ils ne voulaient plus de vous? Oui. Parce que j'avais fait trop de bêtises, puis ils en avaient marre. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'ils ne voulaient plus de vous? Ils ne vous ont pas dit qu'ils ne voulaient plus de vous aussi? Si, il me l'avait dit, Pépère me l'avait dit, tu reviendras plus, c'est fini. Non, j'ai rien dit, je suis parti. J'étais dans un centre d'observation à Annette. Et puis là, je suis resté, puis là j'écrivais toujours. Moi, j'écrivais toujours. Mais il ne me répondait pas. Puis j'écrivais toujours. Puis il est venu un temps que j'ai reçu une lettre avant les vacances de Pâques, me demandant que si je pouvais retourner à la maison à Pâques. Alors, ma mère m'a écrit, elle m'a dit oui, tu pourras revenir, mais à condition que tu aies des bonnes notes en classe. On te y en classe. Oui, il était dans un centre d'apprentissage, c'est ça. Alors, comme il avait encore été vilain, qu'il avait volé une montre à son éducateur, il avait volé, enfin, encore plusieurs choses, il avait été puni. On l'avait puni de sortie. Il n'avait plus le droit de sortir. Pendant 3 semaines, je crois qu'il avait été puni, hein. Oui. Et alors, pour venir ici, il avait brisé une grande vitre. Non, maintenant, il ne vole plus comme avant. Non. Hein. Alors, du fait qu'il a brisé une grande vitre... En grandissant, il comprend. Moi, je lui parle toujours de ça. Je dis, tu sais, si tu continues comme ça, tu seras toujours en prison. Il faut faire comme Pépère. Et puis, tu auras une pension quand on travaillera. Et puis, tu pourras avoir une voiture et ainsi de suite. Et puis, ça va. Alors, du fait qu'il avait brisé cette grande vitre-là, il n'avait plus le droit de sortir. Donc, en brisant cette vitre-là, il s'est sauvé. Il est revenu ici. Mais nous, on ne pouvait pas le garder, c'était pas possible. C'était pas possible qu'on le garde, on aurait été sanctionné par Arras. Donc, je l'ai reconduit à Arras. De là où c'est qu'il a été? C'est de là qu'il a été à Annette. À Annette. Ah oui? Alors, de là, ils l'ont mis à Annette. À Pâques dernier, il ne me le renvoie pas encore en vacances. Sans me demander, sans me prévenir, sans rien. Et moi, ça ne me plaisait pas du fait qu'il était à Annette.
Je dis, il est là-bas, autant le laisser purger une peine. Sans ça, c'est comme si qu'on n'y fasse rien. Le mettre dans une maison de redressement et puis lui donner des vacances, ça ne va pas aller. Et effectivement. Donc, le voilà qui vient. Il a été gentil, on ne peut pas dire, hein. Ouais. Il a été là une dizaine de jours, il a été très gentil pendant les dizaines de jours. Là, le jour qu'il faut reprendre l'autobus pour repartir. Mais au lieu de repartir, il a resté, moi je lui ai donné de l'argent, parce que de l'argent, ils n'en ont pas d'Arras. Ils n'ont pas d'argent de poche, rien du tout. Donc je lui donne 500 francs pour prendre le train, l'autobus. Là que le soir, mes enfants, ils reviennent de l'école. Ma mère, Didier, il est là. Je dis, Didier, il est là? Mais comment que ça se fait, ça? Donc, on fait pour le rattraper, pour aller le voir, mais il s'est sauvé. J'ai dû mettre la police à ses trousses. Ils l'ont ceinturé, ils l'ont emmené à Arras. Arrivé à Arras, il s'est encore sauvé. Pendant 3 jours, comme ça, il s'est sauvé d'Arras pour revenir ici. Et quand vous avez pensé qu'il ne voulait plus de vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été choqué déjà. J'étais choqué, je disais c'est fini, j'aurai plus personne, j'aurai plus de famille, quoi. C'est l'année dernière, au mois de janvier? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'avais été au collège, puis j'ai voulu m'empoisonner. Alors, oui, voilà. Au moment de partir, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours avant de partir, hein, Thio, il me dit, mais mère, il dit, t'as pas quelque chose dans ta pharmacie, là, pour me calmer les nerfs? Il dit, parce que je suis fort énervé. Oh, je dis, bah bien sûr, je dis que t'es fort énervé. Je dis, moi, je n'ai rien, je dis, là, pour les nerfs. Je dis, à part mes médicaments, moi, que j'ai à prendre, mais j'ai rien pour les nerfs. Mais pendant qu'on était couchés dans la nuit, et on ne l'a pas entendu, la veille de partir. Ici, là, j'ai une pharmacie, là, au bord de la cave. Donc, sa chambre est en haut, il descend, il a descendu, sans qu'on l'entende, tout doucement. Parce que, vous savez, quand il faisait ses coups, il venait voler ici, là, sans que je l'entende dans mon buffet, sans qu'on l'entende. Pourtant, le moindre bruit, je l'entends, vous savez. Mais il était malin. Donc, il s'est levé, il a pris un tube de cachet que moi-même, que je prenais, qu'il fallait que je prenne un le matin et un le soir. C'était des cachets très forts pour les nerfs. Il n'a pas avalé une chose complète. Il y en avait 30 dedans. Il a été combien endormi? Oh, il a dormi au moins 3 jours, 3 4 jours. Oui, au moins. 3-4 jours. 3-4 jours. Eh bien, c'est parce qu'il ne voulait pas quitter ma maison. Il voulait rester ici. Mais il habite chez vous ou il habite à Arras? Il est revenu ici. Et alors où est-ce qu'il fait son apprentissage à Arras? Non, ici, là, 5 minutes d'ici. Ah, bon, alors ça lui plaît, ça. Le matin, il se lève, il s'en va travailler, revient manger, il retourne travailler, et puis ça a l'air de bien aller. Ah oui, content et tout. Et pourtant, il a un bon cœur. Oui, il a un bon cœur. Oh, il a un bon cœur. Et à la fin, tu as l'impression que le François reviendra chez les Thierry ou qu'il restera, qu'il ne les reverra pas? Dans le film, hein. C'est pas ta vie, dans le film. Mais dans le film, j'ai l'impression que François ne reviendra pas à la maison. C'est-à-dire qu'il en avait fait voir à mes mères, Pépère. Non, mais mes mères, elle en avait marre, elle l'a rendu. Ce que ces enfants vivent aujourd'hui, ces hommes l'ont vécu il y a longtemps déjà. Ce sont les membres de l'association des anciens pupilles de l'État de la région d'Arras qui réunit aujourd'hui Monsieur Thierins, vice-président de l'association d'entraide, Madame Meunier, la secrétaire administrative de l'association, Monsieur Jacques Caron, secrétaire de l'association d'entraide, Monsieur Lachereff, inspecteur de la population qui représente la direction de la population au sein du conseil d'administration, et Monsieur Carda qui est trésorier adjoint et qui était l'ancien président de l'association d'entraide. Et notre ami qui vient de rentrer, Monsieur Duchâteau, qui est actuellement trésorier. Et moi-même, Ternoise Michel, actuellement président en fonction. Ce que j'aurais voulu vous demander, c'est quelles sont actuellement vos professions? Les professions. Alors, je vais demander à chacun de bien vouloir les donner, parce que je ne les connais pas toutes.
Cardos. Inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Employé de banque. Comptable. Mais moi, je suis simplement secrétaire de l'association. Je suis instituteur en CEG. Et comptable. Ces hommes ont-ils connu, eux aussi, au cours de leur jeunesse, un sentiment de révolte? Vers l'âge de 14-15 ans, je présume que la plupart, certains d'entre nous ont dû l'avoir. Mais alors je crois qu'à ce moment-là, c'est contre les parents que l'ancien, enfin que le pupille n'a pas connu. Pardon, c'est un peu aussi, je crois, contre l'administration. C'est quelque chose d'assez bizarre. Et oui, elle prend la place de... Oui, là, évidemment, l'administration prend la place des parents. Et souvent, vers 16-18 ans, on a des heurts avec les inspecteurs. Et ça dure même certainement un moment. Et d'ailleurs, bien souvent, à la majorité, on est encore un peu aigri. On a encore un peu cette réaction. Et ce n'est que quelques années après que les inspecteurs ou inspectrices voient revenir leurs anciens pupilles, leur donner leurs nouvelles. Qu'ils soient abandonnés et définitivement pupilles de l'État, ou qu'ils soient recueillis temporaires, les enfants dépendent au premier chef de l'administration. L'État recueille temporairement, suivant les années, de 60 000 à 80 000 enfants, dont 10% à peu près seront recueillis définitivement. Les bureaux de l'aide sociale à l'enfance choisissent les familles nourricières aptes à recevoir des enfants. Et pour leur permettre de les élever, leur versent des subventions de l'ordre de 250 francs par mois. L'État garde à charge la scolarité, les soins médicaux, la surveillance des milieux nourriciers par les assistantes sociales ou les inspecteurs. Enfin, les enfants sont habillés comme les autres enfants. La pèlerine traditionnelle a disparu avec l'étiquette « pupille de l'assistance publique », remplacée par ce nom « pupille de l'État ». Moi, j'avais été profondément marqué par la tenue vestimentaire. À notre époque, nous touchions un vestiaire, un complet, une pèlerine. Et je sais qu'une fois, j'ai rencontré au cours d'une manifestation, ici à Arras d'ailleurs, un gendarme mobile à l'époque. Il m'a dit, mais tu es de l'assistance, toi? Ben oui. Il avait repéré ça, mes vêtements. C'était un ancien pupille, lui aussi. Il m'a invité à boire un verre, c'était un après-midi, il faisait chaud. Mais enfin, ce détail-là vous montre que sur ce plan-là, il y a eu beaucoup de changements. Actuellement, on ne peut plus reconnaître à ses vêtements un pupille de l'assistance, par exemple. Le fait de ne pas pouvoir dire à quelqu'un qui vous aime tendrement ce qu'on a à lui confier, est-ce que ça, ce n'est pas un des grands problèmes? Je pense que surtout, ça dépend de l'âge où l'enfant a été enlevé des parents également. Tu peux jouer, parce que si l'enfant a quand même été élevé par ses parents pendant jusqu'à 10 ou 11 ans, et d'autres qui sont arrivés au berceau, on s'habitue plus facilement petit que quand nous avons 10 ans, quoi. C'est pas moi. C'est certainement un grand problème, mais enfin, pour moi, ça ne s'est pas produit, étant donné que je n'ai pas eu de soucis avec mes parents nourriciers, par exemple. Mais je crois que pour certains, ça doit être pénible, et je ne connais pas beaucoup les conditions matérielles du foyer de la maison de l'enfance ici. Mais par exemple, autrefois, c'était vraiment quelque chose de pénible que de se retrouver au foyer, à l'hospice des vieux. C'était les jeunes de l'assistance, et de l'autre côté du mur, vous aviez les vieillards. Et beaucoup d'entre eux, les jeunes qui étaient là, disaient, tu vois, on commence ici et on finira là-bas. C'était, si vous voulez, un peu, c'était à la réaction. Tous les enfants voient les choses. Ils se sentaient marqués. Ils se sentaient marqués. Se confier à quelqu'un
c'est déprimant de ne savoir parler à personne. Mais lorsqu'on a un frère, déjà, c'est plus le même problème. On discute, il y a quand même un dialogue. Je trouve que ce sera encore plus éprouvant une personne qui était seule, se trouvant là devant un groupe de personnes inconnues au premier abord, se demandant ce qui se passe chez lui, quoi. Là, ça doit être terrible. La solitude, ça vient de ça, le fait qu'on n'ait pas le nom de la famille qui accueille, qu'on n'ait pas le nom parfois de la sœur ou du frère qui est dans la même famille. Parce qu'il arrive, bien sûr, que dans une même famille, il y ait deux enfants, deux pupilles, qui n'aient pas le même nom. Alors se retrouver en classe et s'entendre appeler un tel quand le père nourricier s'appelle machin, avoir la sœur qui est nourricière, en fait, qui n'a pas le même nom, on est vraiment, je pense, dans un genre de ghetto, en définitive. Automatiquement, quand un enfant apprend que vous êtes de l'assistance publique, automatiquement, il vous rejette, il vous jette de sales choses à la figure, Quelle Bon, dans une dispute, cet enfant-là, il a toujours tort, de toute façon. Est-ce que pour tous les enfants, connaître leur famille n'est pas un problème extrêmement important, même quand ils ont été confiés au berceau à l'administration? Moi, il me semble qu'il y en a certainement beaucoup qui ne cherchent pas à savoir où sont leurs parents. Mais ça ne les intéresse pas, parce que ils ne veulent pas savoir ce que les parents ont fait, le pourquoi de leur je pense que le pupille aime quand même connaître ses origines. Il y a un moment. Je vous disais tout à l'heure que pour moi c'est un peu particulier étant donné que ma mère est décédée, mais je savais où j'étais né par mes sœurs et je n'ai eu de cesse que d'obtenir peut-être anormalement un certificat plutôt un extrait d'acte de naissance. Quand j'ai eu, je ne sais plus à quel âge ça s'est produit, mais enfin j'en ai demandé un. Et j'ai été satisfait de connaître les détails concernant mon existence. Parce que à 6 ans, quand on perd sa mère à 6 ans, ben, il y a pas mal de choses qu'on oublie ou qui vous échappent. Il est tout à fait naturel, je crois, pour un ancien pupille ou un garçon, une fille, placé en garde, d'essayer de retrouver la famille. Ça, c'est une interrogation qui se pose pour tous, je le crois, à un moment donné de l'existence. Alors certains vont très loin, essayer par un biais quelconque, en s'adressant à l'administration qui refuse, bien sûr, ou bien essayer par un biais, c'est bien ce que je dis, de retrouver la famille. Certains le font et retrouvent, et puis sont déçus. D'autres, au contraire, sont très heureux. Oui, c'est mais excusez, disons que c'est une position qui est un petit peu systématique, mais qui est avant tout une espèce de mise en garde. De mise en garde sur ce qu'ils pourront découvrir. Je comprends très bien dans quel sens l'administration le fait. Je partage très souvent ces points de vue, mais là je ne suis pas d'accord. Parce que dans le fond, qui est-ce qui est lésé? C'est le pupille. Dans le fond, la personne qui, je ne porte pas de jugement. Elle avait peut-être ses raisons, la mère ou le père qui ont abandonné l'enfant. Mais lui aussi, il a des raisons. Il a le droit de connaître. Il a des raisons qui sont aussi valables que les raisons que vous nous Mais est-ce que ça n'était pas le pupille que nous défendions déjà? Non, vous défendez les parents. Mais si, je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que dans certains cas, c'est une affaire qui pouvait Lui qui a 21 ans, il a en principe tous les droits. Voilà. Mais pas celui de connaître son origine. Ce qui est quand même une anomalie. Parce que le fait de ne pas pouvoir dire à sa fiancée, à mes grands-parents sont ceci, mon oncle est cela, de pouvoir dire, quand on arrive dans une famille, au futur beau-père, à la future belle-mère, ah oui, ma famille c'est ceci. La solitude, ça vient de ça. Je suppose que certains parmi vous ont des enfants, parce que vos enfants savent que vous avez été élevé de cette manière. Oui. Pour ma part, mes enfants le savent. Savent que je fais partie de l'association d'entraide des anciens pupilles. Pour eux, c'est normal. Ils ne trouvent pas ça
quand ils étaient plus petits, il leur était difficile de comprendre pourquoi ils n'avaient pas de grands-parents. Il nous a été très difficile, à ma femme et à moi-même, de leur faire comprendre. On ne peut quand même pas tout dire non plus d'un seul coup. Ça n'est que par palier qu'on a pu leur expliquer. Nous n'avons jamais tellement évoqué ces questions-là avec les enfants. Ils ont été mis au courant presque naturellement, quoi. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Vous vous marierez, vous aurez des enfants. Est-ce que plus tard, vous pensez qu'il serait possible d'envisager de prendre des enfants comme oh non, vous l'avez jamais. été? Pourquoi? Personnellement, non. C'est trop dur de comprendre un enfant comme nous. C'est trop... Non, c'est vraiment trop dur. Non, moi, personnellement, je n'ai rien du tout. La preuve, c'est que je suis une fille de l'assistance publique, donc je ne peux pas avoir de mauvais sentiments contre ces enfants-là, mais personnellement, j'en prendrai jamais. Allez-y.